le journal régional de Radio JM. Bonjour à tous et merci d'être nombreux à nous écouter chaque jour. Nous sommes le mercredi 3 novembre. Deux invités aujourd'hui, le grand rabbin de France et le président du consistoire central. Une tournée dans notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais en duo. Chaim Corsia et Eli Korshia, soyez tous les deux les bienvenus au micro de Radio JM et surtout, merci d'être venus dans nos locaux. Le journal, c'est un rendez-vous quotidien du lundi au jeudi de 12h à 12h30 et c'est maintenant. Messieurs, bonjour. 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 Vous êtes tous les deux un rabbin et un laïc, les plus hauts représentants du judaïsme en France et les interlocuteurs, appelons-le, des pouvoirs publics. Nous agirons ensemble, nous formerons un tandem, c'est ce que assurait Eli Korshia il y a quelques temps lorsqu'il a pris ses fonctions. Une harmonie qui peut-être n'a pas toujours été aussi évidente les dernières années. Eli Korshia, vous êtes le 17e président du consistoire central israélite de France, une institution qui a été créée par Napoléon en 1808. Chaim Korshia, vous êtes grand rabbin de France, réélu à ce poste, c'était au printemps dernier. Vous avez tous les deux cette volonté partagée d'être ensemble et sur le terrain. Alors, je voudrais vous entendre tous les deux sur comment on fonctionne et quel est le principe de ce duo, comment vous vous complétez. Qui veut commencer? Eli Korshia? Moi, j'aimerais déjà vous dire que quand on arrive à une fonction telle que celle de président du Consistoire de France, il faut toujours être reconnaissant par rapport à ceux qui nous ont précédés et qu'il y a toujours eu un travail, en tout cas, harmonieux entre les grands rabbins et les présidents. Et je crois que le grand rabbin de France, mon ami Chaim Corsia, ne me contredira pas. Après, il est évident que chaque président et chaque grand rabbin ont leur personnalité, leur profil, leur parcours. Et donc, avec l'élection que je viens de remporter, ce qui était important dans le programme que j'ai mis en avant, c'était peut-être de renforcer, d'améliorer, d'aller encore plus loin dans cette proximité qui est celle d'un président avec son grand rabbin, d'un grand rabbin avec son président. Et oui, Elsa, vous avez parlé tout à l'heure de duo, de tandem. J'ai même utilisé le terme de binôme, et pas seulement pour la proximité du nom de famille entre Chaim Corsia et Eli Korshia. Non, tout simplement parce que nous voulons œuvrer ensemble, peut-être encore plus fort que par le passé, parce que lorsqu'on prend une mission telle que la nôtre, l'objectif, c'est pas de se cantonner à ce qui existait, c'est de faire encore mieux. D'essayer de faire évoluer les choses, évidemment. Alors, Chaim Corsia, je présume que ces mots vous vont. Et comment vous travaillez en duo? Pourquoi? Je voudrais que vous rappeliez la complémentarité de vos fonctions. Je la vois venir de très loin. J'ai toujours défendu cela avec Joël Mergui, le prédécesseur de Eli Korshia, parce que j'ai porté cela lorsque je travaillais pour le grand rabbin Sitruk. J'avais compris que de son tandem, avec un nouveau mot, tandem, avec le président, le grand rabbin Sitruk a travaillé avec le président Alcan, puis le président Bansard, puis le président Jean Kahn, puis un petit peu avec Joël Mergui. De ce tandem naît une sorte d'unité. On prône toute la journée l'unité. On l'a fait encore hier avec Diamar à Allo, avec Michel Cohen-Tenoudji, on l'a fait dans les synagogues de Marseille. On prône l'unité parce qu'on y croit profondément. Il faut être capable de le démontrer. Quand je dis ça vient de très loin, pour moi, c'est le modèle de Aaron et de Moïse. Aaron et Moïse fonctionnent chacun sur leur domaine, mais chaque fois, écoutez bien ce que je dis, ça a du poids. Maître Korshia, j'ose vous le dire devant vous, je n'ai jamais formulé aussi directement. Chaque fois que l'un a fonctionné sans l'autre, ça a été une catastrophe pour le peuple juif. Quand Aaron meurt et que Moïse est seul, il y a des récriminations permanentes parce que Moïse est trop dur, il veut imposer des choses au peuple et il n'a pas l'amour, la capacité de pacification qu'incarnait Aaron. Et donc c'est les gilets jaunes toute la journée dans le désert. On regrette l'Égypte, on mangeait gratuitement en Égypte. Et quand Aaron est seul, parce que Moïse est sur le mont Sinaï, c'est la catastrophe, ils font le veau d'or. Parce que Aaron cède à tout. Donc il faut, j'allais presque dire, vous voyez, dans ce tandem, une tension éthique pour connaître les axes de travail de l'autre, pour presque savoir ce que l'autre va penser de telle situation, mais le laisser l'exprimer pour pouvoir aller de l'avant et aller un peu plus loin. C'est-à-dire que c'est pas, on va là où la limite de l'un, c'est la limite de l'autre, pas du tout. C'est chacun, d'une certaine manière, fait la courte échelle à l'autre dans ses domaines de compétences. Moi, je suis admiratif. Il n'a pas fait que ça, mais Maître Eli Korshia a défendu pro domo des familles des victimes depuis la famille Sandler, la famille Monsonego à Toulouse, qui était un traumatisme pour la communauté juive, mais pour l'ensemble du pays. Absolument. Et il a eu les mots d'une justesse absolue quand il a défendu les intérêts des parties civiles du procès de l'hypercachère.
Et d'ailleurs, il a obtenu les condamnations qui disaient que la société, globalement la justice, mais la société comprenait le traumatisme terrifiant qui avait eu lieu et à Toulouse et ensuite à l'Hypercacher, quand il a défendu les deux caissières, notamment Zari, qui a eu des mots incroyables. Maître Corchet a eu cette formule. Cette femme a connu une scène de guerre dans une société réputée en paix, et pour trouver la paix, elle a dû partir dans un pays réputé en guerre, c'est-à-dire Israël. Vous voyez ça? Moi, je ne peux pas le trouver. C'est-à-dire qu'il faut un moment la connaissance de l'humanité de celles et ceux qui le défendent pour pouvoir comprendre et synthétiser une situation avec une phrase. C'est à la fois la force d'un avocat qui sait utiliser les mots, mais aussi la finesse d'une âme qui comprend les tensions. Moi, j'ai d'autres capacités de faire d'autres choses. Moi, j'essaie d'interpréter les textes de la Torah. Mais la force, c'est de combiner tout cela et au fond de laisser l'espace dans tout ça pour les réflexions des uns des autres. Alors, c'est vrai qu'on a parlé tandem, moi je parlerai d'équipe parce que là, nous sommes à Marseille, on a tenu à faire cette première visite ensemble à Marseille. Parler, bien sûr. On écoute l'expérience des uns et des autres, cette expérience nourrie de tant d'années de militantisme de Zvi Amar, Michel Cohen-Tonji qui sillonne ses communautés, bref, tous les rabbinim, tous les présidents qu'on a vus, mais on se nourrit de cela. Mais pour se nourrir, vous voyez, il faut laisser de l'espace pour que la vérité des autres puisse pénétrer notre propre vérité. Parce que si on arrive avec des idées, voilà, tout ce qu'on pense. Nous avons, avec le président Corchet ce matin, malheureusement, eu à débattre avec quelqu'un un peu, enfin beaucoup, emporté. Il n'y a pas de place pour placer un argument. Quelqu'un qui ne vous laisse pas exprimer quelque chose. Et donc, nous, ce qu'on essaye, c'est de s'écouter l'un l'autre pour essayer d'être complémentaires. Une vraie complémentarité. Voilà. J'ai parlé trop, maintenant je le laisse parler. Non, mais en tout cas, dans vos deux domaines, on retrouve l'universalité. C'est une évidence. Et puis, vous avez parlé d'Aaron et de Moïse, ce sont deux frères. Donc, c'est comme ça aussi que vous allez pouvoir avancer. Permettez-moi de vous dire que si j'ai parlé d'Aaron et Moïse, il en manque une troisième. C'est qui? Myriam. Bravo, Myriam. Et quelle était la force de Myriam, la bénédiction de Myriam? C'est qu'elle a sauvé son frère. Ça, c'est bien. Mais ça suffit pas. Elle avait un puits qui suivait le peuple dans le désert grâce à son mérite. Or, puisque je dis cela, permettez-moi de dédier cette mitzvah incroyable que faisait Myriam, d'amener le puits qui suivait, à toute l'équipe technique de votre radio, parce qu'elle m'a donné son thé magnifique. C'est son puits à elle. Ah oui, c'est le puits. Elle m'a fait comme le puits, elle m'a donné le thé lorsque dans ma vie il faisait frais. Bon, bien trouvé, je crois que ça fait très plaisir à notre équipe, évidemment. Vous êtes tous les deux sur le terrain, vous venez de l'expliquer. Il y a véritablement une prise de conscience de l'importance, Élie Corchet, d'aller à la rencontre de ces communautés. Vous avez commencé par Marseille, ce qui nous fait forcément très plaisir, et puis c'est quand même la deuxième communauté de France, peut-être pour que les choses, la décentralisation soit réelle, qu'on fasse remonter aussi les problèmes vers le consistoire central et que des décisions puissent convenir à tous, tout le pays. Exactement. En écoutant beaucoup, le Grand Rabbin de France parlait de l'écoute. Je pense que c'est fondamental et c'est au cœur de notre action d'ailleurs, à tous les deux. On a toujours été portés vers ce sens profond de l'écoute de l'autre. Et lorsque j'ai écouté les représentants, les dirigeants, les rabbins à travers toute la France, quand j'ai fait ce tour des France des communautés juives avant l'élection, je me suis rendu compte combien il y avait une demande d'être au plus près de chacune et de chacun dans ces communautés. Le Grand Rabbin de France l'a fait pendant 7 ans dans les visites pastorales qu'il a pu faire. Moi, je suis un élu parisien au départ, donc je connais le jacobinisme de notre système dans notre pays, qu'il soit consistorial ou national, et je me suis rendu compte qu'à un moment donné, en tout cas ça a été ma vision, et donc je l'assume totalement, le président du Concert de France devait œuvrer avec la même énergie pour tous les consistoires régionaux, pour toutes les communautés. Et donc c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai pris la décision de ne pas me représenter au Concert de Paris où il y a des élections prochainement pour les administrateurs, parce que j'ai estimé que mon rôle devait être exclusivement au Consistoire de France auprès des communautés. Après, on a tous nos relais locaux. Évidemment. J'ai moi-même une assise départementale avec une action que j'ai menée au niveau départemental. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de dire qu'il y a un Consistoire de France qui est à l'écoute de chacune et de chacun. Et je crois que c'est ce qu'on a vécu. Hier, on a eu, le Grand Rabbin a eu raison de le dire, une très belle soirée dans la communauté d'Allo, pas loin de Marseille. On a visité plusieurs communautés à Marseille. Et ce matin, nous étions à Etzraïm, une très belle synagogue, une belle communauté aussi. Voilà, l'objectif, c'est de le faire. Et je le ferai
et je sais que le grand rabbin est aussi motivé par ce principe, nous le ferons dans tous les consistoires, que ce soit évidemment à Marseille, ce magnifique consistoire régional, mais aussi dans des petites régions, dans des petites communautés. Il est important d'être à l'écoute de chacun, et nous avons la chance, par le consistoire, d'avoir un maillage territorial, d'avoir une représentativité qui est exceptionnelle. Donc il faut donner à ces communautés toute l'écoute qu'elles méritent. Et je pense que c'est extrêmement attendu. Vous avez d'ailleurs, lors de votre campagne, donné plusieurs axes de travail, les plus importants étant la lutte contre l'antisémitisme, le combat pour la sécurité des Juifs, la jeunesse étudiante, la famille. Là, c'est ensemble véritablement que vous allez travailler. Il me semble que jamais la famille et les étudiants n'ont été autant touchés. La crise qu'on vient de vivre était extrêmement importante. Est-ce que vous avez déjà ensemble des axes de travail fixés pour pouvoir soutenir et ces familles et ces étudiants? Raïm Korsia. Tous les deux, parce que vous allez travailler ensemble sur ce sujet. Oui, ce qui est beau dans un tandem, c'est que chacun souhaiterait donner la parole à l'autre d'abord. C'est très représentatif de ce qu'on dit. Pour quelques mots là-dessus, effectivement, c'était dans mon programme que j'ai explicité. Et chaque point du programme, d'ailleurs, soyons très clairs, a été discuté en amont avec le grand rabbin au cours de ces derniers mois. La famille, elle a été très touchée. Nous avons vu des couples, nous avons vu des cellules familiales en grande difficulté. Mais c'est vrai au niveau national, comme c'est vrai au sein de la communauté juive. On a l'habitude de dire que la communauté juive est nos problèmes sont des problèmes de toute la société, une partie intégrante de la communauté nationale sur cette question comme dans d'autres. Donc il est évident qu'on doit renforcer notre rôle auprès des couples. Alors moi, dans mon programme, je l'ai aussi axé par rapport aux rencontres. On est très touché par l'assimilation, malheureusement, qui se fait beaucoup, par des familles juives qui, aujourd'hui, ont du mal à se créer. On a évidemment des couples qui se rencontrent, mais combien on a de personnes qui me disent on aimerait que nos structures organisationnelles puissent nous permettre aussi de se rencontrer. Bah oui, c'est l'Arlésienne, si j'ose dire. Est-ce qu'on a avancé ou est-ce qu'on en est toujours à peu près... Alors, il y a des initiatives qui se font dans un certain nombre d'endroits. Ce qu'on peut peut-être regretter, si on veut essayer d'améliorer le système, c'est qu'il faudrait le professionnaliser et l'organiser d'une façon beaucoup plus structurée. Et moi, ce qui m'intéresse, en tout cas dans la mission qui est la mienne, et nous le ferons avec le grand rabbin, avec les présidentes de communautés, c'est de structurer le système davantage, et notamment pour cela que Paris, banlieue parisienne et un peu partout en province, eh bien, on puisse proposer un modèle d'organisation pour qu'il y ait des rencontres et que des familles puissent se créer. Et si je peux me permettre aussi, puisqu'on parle de famille, il y a un sujet qui nous touche beaucoup avec le grand rabbin, qui nous tient à cœur, c'est les femmes à Gounod. Les femmes qui se retrouvent dans des situations compliquées, parce que là on parle